je suis tout à fait ravie d'être parmi vous ce matin pour vous parler de ces retours sur les controverses autour des produits d'hygiène et particulièrement ce qui vous intéresse, les produits d'hygiène bucco-dentaire. Pour cela, une brève introduction, puis après, on va faire des rappels sur la composition des produits bucco-dentaires, puisque mon cœur de métier, je suis galéniste, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les compositions, la formulation des produits. Sachant, je voudrais tout de suite indiquer avec cette précaution oratoire que je suis absolument sans conflit d'intérêt. Une fois qu'on aura parlé en général de la composition des produits, on verra quels sont les ingrédients qui, dans ce domaine de l'hygiène, ont fait l'objet depuis presque une vingtaine d'années, enfin même une vingtaine d'années, on verra pourquoi, l'objet de polémiques. Un petit point sur l'emballage dont on a parlé tout à l'heure avant de conclure. Donc tout d'abord, quand on parle produits d'hygiène et produits d'hygiène bucco-dentaire, on parle finalement majoritairement de cosmétiques, puisque même si ça fait aussi une particularité de ce type de produit, on a les 3 statuts possibles pour les produits de santé, à savoir des médicaments, des dispositifs médicaux et des cosmétiques. Bon, là, j'ai fait le choix de m'intéresser particulièrement aux produits qui ont un statut de cosmétique, et ceux-ci font l'objet d'un certain nombre de polémiques, toutes nées dans les années 2000, c'est très daté, puisqu'en fait, ça fait suite à l'affaire Parabène, donc à cette publication de Philippe Adarbre au début du XXIe, qui effectivement a été amplifiée, déformée. On sait qu'elle a de nombreux biais, et d'ailleurs l'auteur elle-même, Philippe Adarbre, est revenu pour clarifier la situation, mais le mal était fait, et effectivement, ça a enclenché toutes sortes de polémiques. Et bien sûr, elles sont entretenues par les laboratoires bio, que ça arrange tout à fait, puisque jeter le discrédit sur ces ingrédients, ça permet d'attirer les consommateurs et les prescripteurs ou vendeurs vers leurs propres produits. Ce qui a d'ailleurs abouti, elles ont abouti, ces polémiques, aux produits dits sans sang, qui, par parenthèse, sont totalement contraires à la réglementation. Enfin, la réglementation interdit de baser son marketing sur l'absence d'ingrédients, ce qui est d'ailleurs du bon sens. C'est plus logique de dire aux consommateurs ce qu'il y a dans le produit plutôt que de dire ce qu'il n'y a pas. D'un point de vue de leur composition, donc de leur formulation, 2 catégories, on verra les dentifrices, puis après les bains de bouche. Les dentifrices, eux, se subdivisent même en 2 galéniques différentes, 2 grandes galéniques. On a tout d'abord les pâtes dentifrices. Une pâte, ça se caractérise par le fait que c'est majoritairement de l'eau et des poudres. Les poudres, donc des ingrédients pulvérulents. Il y a le sel fluoré qui se présente de cette manière, l'abrasif, qui est souvent une silice depuis de nombreuses années, les conservateurs, l'arôme s'il y en a, l'agent moussant est souvent sous forme pulvérulente aussi, les colorants et le gélifiant ou agent de texture. Et puis il y a d'autres liquides, un humectant, souvent le sorbitol. On va voir pourquoi j'ai choisi cet exemple. Les gels, c'est plus simple. C'est simplement une eau gélifiée, donc une eau épaissie, de l'eau, un gélifiant, qui est souvent un dérivé de cellulose, des actifs, puisqu'on peut faire des gels à différentes caractéristiques. Vous les connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Il peut y avoir du fluor, bien sûr, ça exclut pas le fluor, les gels. Un humectant, parce qu'il a plusieurs rôles. En particulier, il permet de disperser le gélifiant et il a lui-même un certain rôle d'édulcorant. Le détergent, l'aromatisant, si ce n'est pas suffisant avec l'humectant, et un ou plusieurs conservateurs. Côté bain de bouche, c'est encore plus simple. Donc, d'un côté, on a quand même des formes pâteuses ou semi-pâteuses. De l'autre, les bains de bouche, c'est forcément effectivement liquide. Ça, c'est une lapalissade. Donc, ces bains de bouche sont des solutions hydroalcooliques avec des humectants, des actifs. Là aussi, on peut retrouver le fluor, on peut retrouver différentes choses. Et des conservateurs antimicrobiens. Les polémiques, quels ingrédients touchent-elles? C'est très ciblé, c'est toujours les mêmes. C'est tout d'abord les sous-produits de la chimie des pétroles, tout ce qui est obtenu par fractionnement des pétroles bruts. Certains humectants
et là en particulier les, alors ça dépend comment on prononce, hein, les PEG, les PEG, il faut plutôt les appeler macrogoles, puisque c'est de cette manière-là que ces molécules très hydrophiles apparaissent à la pharmacopée européenne. Des détergents, enfin, en particulier le lauryl sulfate de sodium, certains antiseptiques qui sont utilisés comme conservateurs antimicrobiens, puisqu'effectivement on a des formules qui contiennent de l'eau. L'eau, ça entraîne même quasi systématiquement une prolifération microbienne, donc il faut s'en préserver grâce à ce type d'additif. Le triclosan est assez emblématique de cette catégorie. Et enfin, certains colorants, enfin, j'aurais pu mettre certains écolorants sans S, puisqu'en réalité, il y en a un. Enfin, essentiellement, c'est le dioxyde de titane, sachant que par rapport à mon intervention, ma petite question, remarque, les polémiques, enfin, j'exclus tout ce qui est sensibilisant, allergisant, enfin, donc les azoïques, etc., qui sont effectivement des colorants, je les exclus. Donc après, source de polémique, il y a essentiellement le dioxyde de titane. Alors on va les voir successivement, puis on va voir ce qu'on leur reproche et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout d'abord, les sous-produits de la chimie des pétroles, il faut les nommer. Ce n'est pas des affreux salés méchants, hein, c'est des molécules et des ingrédients tout à fait intéressants. Enfin, c'est la paraffine liquide, appelée autrefois huile de paraffine, la vaseline et la paraffine. Ce qu'on leur reproche, c'est essentiellement leur origine, puisque c'est sous-produit de la chimie des pétroles, donc c'est par fractionnement des pétroles bruts, on obtient des hydrocarbures qui ont des poids moléculaires plus ou moins élevés. D'un point de vue des alternatives, là c'est très simple, dans le domaine qui vous concerne, il n'y a pas besoin de substitution, puisque dans les pâtes dentifrice et dans les bains de bouche, il n'y en a pas. Donc c'est une polémique qui n'atteint pas le domaine bucco-dentaire. Les macrogoles. Les macrogoles, ce qu'on leur reproche, c'est un petit peu voisin. C'est pour ça que je les ai accolés et que j'en parle l'un après l'autre. C'est un petit peu la même chose, c'est leur mode d'obtention. Là, ça n'a rien à voir avec la chimie des pétroles, mais c'est une réaction de chimie lourde qui permet de les obtenir, puisque c'est une réaction de polyoxyéthylénation, qu'on appelle aussi étoxylation, c'est-à-dire que sur des molécules qui présentent des fonctions hydroxyles, des fonctions OH, on greffe des molécules d'oxyde d'éthylène, qui, je vous le rappelle, est un gaz excessivement toxique. C'est une réaction qui, de ce fait, doit se faire hors présence humaine. Donc, ce qui est problématique, c'est le mode de fabrication. Enfin, le produit final, le PEG en lui-même, il faut penser à certains macrogoles qui sont utilisés comme laxatifs doux, par exemple. Donc, on les donne aux patients. Le contenu d'un sachet, hein, c'est quasiment plusieurs cuillères à soupe. Donc, il n'y a pas de toxicité particulière. Sauf quand même, pour être très complète sur le sujet, on sait qu'un produit qui n'a pas été suffisamment purifié et contrôlé peut contenir et libérer du formol. Donc là, effectivement, on a une substance cancérigène, toxique, sensibilisante, donc avec un profil toxicologique que je ne vous refais pas. L'alternative, elle est très facile à faire. Au macrogol, on peut substituer du sorbitol. Et là, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de pâtes ou gels bucco-dentaires. Les détergents. Enfin. Alors, les détergents, si on prend l'exemple du lauryl sulfate de sodium, là, c'est une autre problématique. Ce n'est pas le mode d'obtention, c'est effectivement ses conséquences. Alors aussi par parenthèse, c'est le genre de molécule qui est appelé un sulfate. Pour tout chimiste, ça fait faire des bons. Hein. Le lauryl sulfate de sodium, ce n'est pas un sulfate. Et il faut se dire que les sulfates ne sont pas toxiques, puisque les sulfates sont les ions les plus importants de l'eau départ, et que c'est pour ça que l'eau départ est laxative. Ce n'est pas à cause du magnésium du tout, mais c'est à cause des ions sulfates. Pas de toxicité, mais ce n'est pas un sulfate, donc quand on dit produit sans sulfate, c'est en réalité sans alkyl sulfate ou alkyl éther sulfate. Donc ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est irritant, et on trouve même une publication indiquant qu'il serait cause
d'aphte exsudative. Vous savez comme moi, là encore, peut-être encore mieux, je pense, que l'étiologie des aphtes reste quasi inconnue. Donc, l'attribuer au lauryl sulfate présent dans les pâtes, alors là, c'est très hasardeux. Puis, de toute façon, il y a plein d'aliments, les noix, j'ai entendu parler d'incitation à manger des noix, pas chez les gens qui font des aphtes, hein, les noix, le chocolat, les fromages, particulièrement le gruyère, tout ça, ce sont des sources potentielles d'aphtes, donc c'est pas très discriminant. Enfin, il faut aussi savoir que le pouvoir irritant, et de fait, ça, il ne faut pas le contester, c'est un irritant majeur. Ça sert même quand on veut créer artificiellement une irritation au niveau de la peau. On applique sur les volontaires une solution à 10% de lauryl sulfate. Donc, mais justement, il est question de dose. Cet effet irritant ne survient qu'à des doses de l'ordre au minimum de 10%. Enfin, là, on est à moins de 1% ou à 1% maxi en tant que moussant dans une préparation bucco-dentaire. Il n'y a aucune raison de le substituer. Toutefois, si on veut le faire, il y a des alternatives telles que, par exemple, des dérivés bétaïques comme la cocamidopropylbétaïne. Des antiseptiques. Des antiseptiques, je ne pouvais pas passer à côté de l'exemple type emblématique du triclosan, qu'effectivement, il en a été question d'une manière très, très élégante et très, très jolie de ces perturbateurs. J'ai voulu quand même mettre l'avis, l'un des derniers avis, enfin le dernier avis du SCCS, indiquant qu'à la concentration où il peut être utilisé dans les cosmétiques, le SCCS concerne qu'il n'est pas irritant, et par ailleurs qu'il n'est ni mutagène ni cancérigène, et le SCCS, l'année dernière, considérait qu'on ne pouvait pas extrapoler les résultats obtenus chez l'homme. Moi, je serais plutôt pour une substitution, c'est plutôt mon avis. Et de fait, ça c'est très facile. On a d'autres antiseptiques à disposition, tels que l'acide sorbique et ses sels, le sorbate de potassium, par exemple. Enfin, les colorants. Là aussi, exemple assez emblématique, le TiO2, le dioxyde de titane. C'est un cancérigène suspecté, et par voie orale. Donc là, on rappellera qu'un dentifrice n'est pas avalé. Toutefois, par principe de précaution, et c'est ma vision, je pense qu'il faut le supprimer d'une manière, purement et simplement, dans les dentifrices en particulier, sachant qu'il y a sans doute certains consommateurs que ça rebute. Comme conséquence, les pâtes seront moins blanches. On en discutait un petit peu avant de rentrer dans cette salle, c'était amusant, dès ce matin. On peut penser quand même que le consommateur, il est prêt, l'utilisateur, à utiliser, pour se laver les dents, des pâtes un peu moins blanches. Ça ne me paraît pas insurmontable. Un point sur l'emballage, puisqu'effectivement, un cosmétique, d'ailleurs on peut dire la même chose d'un médicament ou d'un dispositif médical, donc globalement un produit de santé, c'est du produit vrac, c'est-à-dire tel qu'il est dans la cuve, on a mélangé les différentes matières premières, que l'on va ensuite, au cours de l'étape industrielle de conditionnement, mettre dans un conditionnement dit primaire, c'est le tube, c'est le flacon, c'est le pot, etc. Et éventuellement, mais là je trouve que ça a été très bien expliqué tout à l'heure, c'est mieux d'avoir un conditionnement secondaire, ça protège davantage le produit d'une part, et puis ça évite que les gens ouvrent, etc. Sinon, effectivement, aussi, il faut cette pastille d'inviolabilité. Sinon, c'est quand même pas très agréable sur un plan d'hygiène de récupérer un dentifrice qui a déjà été ouvert. Donc, dans le cas d'un dentifrice, c'est une pâte ou un gel, on l'a vu, dans son tube et dans sa boîte carton. Il y a une tendance aux matériaux recyclés, c'est évident. Et là, moi, j'ai un avis assez contrasté. Loin d'être la panacée, on se rend compte, et c'est pour ça que je dis que cette matinée est très riche, cette journée est très riche, puisqu'elle pose peut-être plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. On constate petit à petit que les matériaux en question, c'est-à-dire les matériaux recyclés, peuvent être beaucoup moins vertueux que ceux dont ils dérivent. Et je trouve que d'ailleurs avec les pailles, par exemple,
on s'en est rendu compte extrêmement rapidement, de même avec la vaisselle en bambou, etc. etc. Donc recyclage et substitution ne sont pas forcément les solutions miracles et follement intéressantes. Alors je vais conclure parce que vous avez peut-être tous faim. Donc il y a peut-être quelqu'un après moi d'ailleurs, je ne sais pas. J'appelle leur. Il y a 2 interventions. Oh là là, bon. Excusez-moi. Donc la conclusion pour le domaine qui vous concerne, c'est que en comparaison d'autres produits cosmétiques, je juge le domaine bucco-dentaire globalement beaucoup plus vertueux que d'autres secteurs de l'industrie cosmétique, pour un certain nombre de raisons. Dans mon laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux filtres UV depuis une vingtaine d'années, et en particulier en regardant les produits du quotidien qui, dans leur grande majorité, renferment des filtres solaires. Eh bien, il y a un domaine où on a assez peu de filtres solaires, voire pas du tout, c'est le domaine de l'hygiène, et on n'a jamais retrouvé de filtres dans les dentifrices. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisqu'ils ne concourent pas à leur dissémination dans l'environnement. De même, ils ne contiennent pas non plus de microplastiques, tels que des polyéthylènes, des acrylates, des métacrylates, etc. Donc, d'un point de vue de l'absence de filtres solaires UV et de l'absence de microplastiques, je trouve ces produits vertueux. J'ai mis aussi que l'on regardera avec prudence tous ces produits qui mettent en avant une éthique, un respect de l'utilisateur, de l'environnement, etc. On peut avoir des surprises parce que, pour ma part et dans le labo, on en a quasiment quotidiennement.